Bienvenue dans le premier cours de cette série, Android, concevoir une application. Donc ce cours sera divisé en 4 parties. Une première partie où on donnera des motivations pour développer sur téléphone mobile. Une seconde partie où on parlera un petit peu de l'écosystème Android. Une troisième où on donnera des outils pour trouver de l'inspiration. Et une quatrième partie où on dira comment est-ce que concrètement, une fois qu'on a eu cette inspiration, on utilise les données pour arriver à un projet d'application qui est vraisemblable. Et on espère qu'il permettra d'avoir une application qui sera utilisée par les gens. Donc le but de ce cours, de cette série de cours, ça va être d'abord d'apprendre à écrire une application Android, mais c'est pas tout, ce sera aussi apprendre à utiliser une documentation. Ça c'est quelque chose d'extrêmement important, parce qu'une fois que vous savez lire et utiliser une documentation, vous pouvez le faire pour d'autres systèmes. Et c'est là tout l'intérêt, vous serez capable par vous-même après d'apprendre à développer sur iPhone, d'apprendre à développer sur Windows Phone, juste en faisant exactement le même schéma que vous avez fait pour apprendre à développer sur Android. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'en fait on a tous, ou presque tous, un smartphone? Eh bien, pour certaines personnes, ça permet d'écouter de la musique, pour d'autres personnes de regarder des vidéos sur YouTube par exemple. Ça permet d'échanger du contenu multimédia, donc par exemple, c'est-à-dire des photos, des enregistrements sonores, des mini-vidéos entre personnes qui se connaissent ou qui sont physiquement éloignées. Ça permet d'avoir des informations en direct, l'état des cours boursiers, les dernières news, vos informations préférées sur certaines sorties de livres ou de jeux vidéo. Ça sert aussi pour avoir des interactions sociales. Je cite par exemple Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, donc des applications qui permettent de discuter avec des gens potentiellement très éloignés et instantanément, que ce soit sous forme de vidéo, de texte ou d'audio. Et bien sûr, les applications de géolocalisation. Je suis sûr que c'est arrivé à la plupart d'entre vous de sortir du métro et de faire bon, alors je vais dans quelle direction déjà, sortir son téléphone, regarder où l'on est, où est l'endroit où on doit aller, et avoir Google Street qui nous dit dans quelle direction il faut marcher. Du coup, pourquoi développer sur téléphone mobile, vous allez me dire? Et bien en fait, l'intérêt des téléphones mobiles, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de domaines différents où il y a encore des choses à faire. Alors là, ce que je vais faire, c'est vous donner quelques exemples de domaines, de grandes lignes directrices. Donc tout ce qui est partage d'informations, les journaux, mais aussi les sites de cuisine par exemple, ou l'ingénierie, c'est-à-dire toutes les pages Wikipédia ou toutes les applications qui permettent d'avoir des informations sur un truc particulier. Pensez par exemple au hobbyiste qui adore faire des petits robots, et une petite application qui donne des informations, les dernières news sur les trucs abordables, les petites cartes, les petits outils accessibles financièrement. Voilà, il y a moyen, par exemple, si ça n'a pas déjà été fait. Et même si jamais ça a déjà été fait, c'est possible que ça ait été mal fait, et donc que vous pouvez faire mieux. C'est aussi la possibilité de communiquer avec d'autres gens, centrés sur vos passions ou vos intérêts communs. Typiquement, les groupes WhatsApp de travail, les groupes WhatsApp du club de danse, tout ce genre de choses. C'est de la communication entre personnes qui partagent une passion. C'est aussi un moyen de tuer le temps. Dans les files d'attente, genre au médecin ou simplement dans le métro. On peut jouer à tout type de jeux vidéo, des jeux vidéo comme Candy Crush ou des jeux vidéo de réflexion où il faut résoudre des puzzles, des choses assez difficiles. On a vraiment pour tous les goûts. Et l'intérêt des jeux vidéo, c'est qu'il y a toujours une volonté d'avoir des jeux nouveaux, puisqu'une fois qu'on a terminé un jeu ou qu'on est habitué à un certain type de gameplay, on a envie de nouveautés. Il y a bien sûr l'aspect utilitaire, donc je citais le GPS, il y a aussi la boussole, le thermomètre, et en fait toutes les choses que peut mesurer le téléphone, et que le téléphone aura plus de facilité à mesurer que vous. La température, le téléphone, il y a des chances qu'il soit un peu plus précis. Vous n'allez pas mouiller votre doigt, le lever et dire 27 degrés 5. Ouais, je suis certain, 27 degrés 5. Pas 0,5 de plus, pas 0,5 de moins. Votre téléphone, lui, il peut le faire. Il a plus de chances d'être juste. Donc je vais vous donner quelques exemples d'applications Android. Donc par exemple, pour les gens qui font du vol en passe-temps, donc qui pilotent des petits ULM, il y a une application qui permet de voir ses plans de vol, de suivre la météo, de voir où sont les autres utilisateurs et leur plan de vol à eux. Et ça fonctionne. Il y a vraiment des gens qui utilisent ça aux États-Unis. On peut aussi trouver des applications qui servent à régler sa facture à la fin d'un repas dans un restaurant. Donc typiquement, les personnes se lancent leur application, cochent dans leur repas
ce qu'elles ont mangé, et elles peuvent payer à partir de leur téléphone. Et ainsi, de cette façon-là, on est sûr que tout le monde a payé, que chacun a bien payé sa part, et, euh, et ça permet d'éviter d'avoir une longue file d'attente pour payer l'un après l'autre, puisque tout le monde peut payer en même temps. C'est aussi des applications basées sur la communication. Donc je peux citer l'exemple d'une application qui servait aux étudiants d'université à s'entraider entre eux pour faire leurs exercices et leurs devoirs, ou dans le cas où ils n'aient pas compris des parties de cours, pour pouvoir discuter entre eux plutôt qu'avec un professeur. Ils ont l'avantage de pouvoir utiliser leurs mots et de savoir sur le moment quelles ont été leurs propres difficultés, chose qui échappe souvent aux professeurs en fait. On peut citer aussi une autre application complètement différente, mais toujours sur cette idée de communication. On prend une photo de quelque chose et on envoie quelques contacts en leur demandant est-ce que oui ou non je dois acheter cette chose. C'est complètement bête, mais ça peut être extrêmement utile. Alors, pourquoi plus Android que Windows Phone ou iPhone ? Eh bien, si on regarde par exemple les chiffres de vente de mobile en 2015, on peut voir qu'il y a quand même un petit paquet de téléphones Android qui s'est vendu. Alors bien sûr, ça ne nous dit pas quelle est la proportion de téléphones Android sur le parc complet des téléphones. Mais on se dit que si jamais quand même les 3/4 des ventes ont été faites par Android, il y a des chances que quand même une petite partie des téléphones que les gens utilisent soient aussi des Android. Ça paraît raisonnable. Voilà, à partir de là, j'aimerais donner quelques indications sur le processus de création d'une application. Donc c'est pas seulement vrai pour Android, c'est vrai pour la plupart des applications. Donc en général, on commence avec une idée. C'est l'image en haut à droite. On part avec une idée ou des idées de comment est-ce qu'on pourrait résoudre le problème de certaines personnes et rendre leur vie plus agréable. À partir de là, on va construire le design de l'application, c'est-à-dire un peu comment est-ce que ça va s'interfacer, comment est-ce que l'utilisateur va interagir avec l'application et comment est-ce que l'application va aider l'utilisateur dans sa vie de tous les jours. Une fois qu'on a défini ce qu'on veut faire, on le code, c'est la partie développement, et dès que possible, le plus tôt possible, on fait des tests. Et les tests, ça veut dire on prend le prototype, on le donne à des gens et on regarde comment est-ce que les gens réagissent, comment est-ce que les gens l'utilisent. À partir de ça, on va avoir des observations qu'on fait nous sur les gens, dans la façon dont ils utilisent cette application, et aussi des observations faites par les gens qui utilisent l'application, les deux. Et ces données-là, on les utilise pour revoir les idées qu'on avait de l'application et du besoin des gens, pour modifier ces idées, ce qui va se traduire par un changement potentiellement très important, comparé à ce qu'on avait prévu au début, du design de l'application. Là, on fait les modifications, et on redonne à des gens, on teste encore une fois, et on voit si jamais c'est mieux, moins bien, les bons points, les points négatifs. Si jamais finalement les observations qu'ils avaient faites, les demandes de changement, est-ce qu'ils les apprécient vraiment, ou est-ce qu'en fait, ils pensaient que c'était une bonne chose, mais en fin de compte, on se rend compte que c'était pas si bien que ça arrive aussi. Et donc c'est cyclique, on itère, on raffine le produit jusqu'à avoir quelque chose qui ait une bonne qualité, qui soit plus un prototype, et qu'on puisse vendre en général. Pour ce qui est des sources d'inspiration, il ne faut pas hésiter à regarder autour de soi. Donc là, il y a deux exemples que j'affectionne tout particulièrement, à gauche et à droite. Le lecteur de vinyle avec sa pile de CD-ROM, enfin, c'est plus des CD-ROM, c'est des vinyles justement. Et à droite, une grande bibliothèque remplie de livres avec les escaliers pour pouvoir atteindre les étagères. En fait, c'est deux choses qui ont trouvé pas forcément des applications qui les remplacent, mais qui au moins sont complémentaires dans la vie de tous les jours. L'image de gauche, c'est d'abord les lecteurs de musique que vous avez sur les téléphones portables ou même juste les iPods, etc. Les lecteurs indépendants. Ça permet de transporter des quantités énormes de musique et de pouvoir l'écouter partout où vous êtes. Parce que oui, en effet, c'est très difficile de prendre son lecteur vinyle, de l'amener dans le métro, de le brancher dans le métro et d'écouter la musique quand on est dans le métro. Alors qu'un téléphone, c'est beaucoup plus simple. Avec un casque, que ce soit en filaire ou en Bluetooth, on peut écouter la musique n'importe où. Même chose pour les bibliothèques, le pendant c'est les liseuses. Les liseuses, tout simplement le fait de pouvoir lire des PDF sur son téléphone. C'est très difficile de transporter beaucoup de livres, c'est parfois difficile de retrouver les livres. Sur un téléphone, vous pouvez faire une recherche, vous avez potentiellement des centaines de livres qui tiennent dans votre poche en fait, ce qui n'est pas du tout le cas d'une bibliothèque. Donc ça remplace pas complètement, parce qu'il y a des gens qui apprécient toujours de pouvoir feuilleter un livre, il y a des gens qui aiment bien avoir peut-être le petit son typique d'un lecteur de vinyle un petit peu bruité. Effectivement, on ne retrouvera pas forcément ça dans les applications. Mais il faut bien voir qu'en fait, ça donne d'autres situations où l'usage de ces choses-là n'était pas possible, ou très difficile, et qui a été rendu possible par des applications. Donc il ne faut pas hésiter à regarder un peu ce que les gens aiment beaucoup faire, et voir des situations où ils ne peuvent pas faire ce qu'ils aiment beaucoup faire, à cause des contraintes matérielles et contraintes qui peuvent être résolues avec une application qui est quelque part un peu immatérielle puisqu'elle est stockée dans un téléphone.
Alors le design, c'est un processus qu'il faut vraiment, vraiment ne pas prendre à la légère. Alors ça veut pas dire que c'est difficile, mais juste qu'il faut prendre le temps de se poser et de réfléchir quelques instants à ce que l'on va coder. Il faut pas directement passer de l'idée au code. C'est c'est l'une des meilleures façons de se tromper. Après, il ne faut pas non plus passer des mois à faire juste un design. Faut rester raisonnable et pas tomber dans les deux extrêmes. Le design, c'est ce que j'entends, c'est choisir les écrans et la façon dont l'utilisateur va interagir avec les écrans. Il faut se rendre compte qu'un téléphone, en général, on utilise un doigt, le pouce, parce qu'on tient le téléphone en même temps d'une main. C'est pas un PC, on peut pas avoir une interface lourde, chargée, plein de boutons partout, etc. Il faut qu'il y ait un nombre minimal d'éléments interactifs par écran, que ce soit rapide de passer d'un écran à un autre écran qu'on a envie de rejoindre, qu'il ne faut pas qu'il y ait une dizaine de menus intermédiaires, sinon c'est long. C'est les contraintes qui sont particulières pour les petits périphériques. Donc c'est vrai pour les téléphones, c'est vrai pour les tablettes. Plus le périphérique a tendance à être nomade, plus on veut une interaction qui soit brève et rapide. Donc il faut prendre un petit peu le temps d'avoir justement une interface qui soit agréable à utiliser, qui soit pas lourde. Sinon ça peut potentiellement en fait être rédhibitoire pour les utilisateurs. Aussi, une petite chose pour les gens qui veulent vraiment coder. C'est très important de réfléchir quelques instants à quel est le coût en fait en termes d'argent ou de temps. C'est essentiellement la même chose. Du design d'une application, de son implémentation, des tests d'une application et de la maintenance d'une application existante. Donc là, dans ce petit rapport, on voit que d'après les gens qui ont fait ce rapport-là, la maintenance c'est vraiment le truc qui coûte le plus. Maintenir une application qui existe déjà, qui est potentiellement mal codée, c'est extrêmement difficile, ça prend un temps fou. Donc autant le faire dès le début, bien coder les choses, prendre le temps de faire les tests et tout ce qui va avec, histoire d'avoir quelque chose qui soit bien et que vous n'ayez pas de difficulté derrière à le maintenir. Prenez le temps au début de faire vos tests, prenez le temps au début de passer quelques minutes, quelques dizaines de minutes, quelques heures à concevoir le design, éventuellement quelques jours si vous voulez prendre le temps de discuter avec quelques personnes autour. Prenez un petit peu de temps, vous lancez pas directement tête baissée dans le code. Alors, j'aimerais aussi présenter différentes approches pour réaliser des applications sur téléphone. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas que les applications natives, c'est-à-dire codées pour Android. Il y a aussi les applications web qui sont dans certains cas tout à fait raisonnables, et les applications, maintenant c'est, à mon avis ça me paraît beaucoup moins raisonnable, Java Mobile Edition. Donc c'est en fait les applications qui sont écrites en Java et qui tournent sur une petite machine virtuelle Java mais faite pour les embarquer, tablettes, téléphones et d'autres périphériques aussi. Alors en fait ces trois approches ont des avantages et des inconvénients. On peut regarder par exemple les histoires d'installation de l'application. Donc sur Java et sur le natif, il faudra installer l'application, alors que le web, il n'y a aucune installation, il suffit de mettre l'adresse. Sauf que en natif, vous avez les markets, les stores, etc. pour pouvoir récupérer votre application. En Java, vous n'aurez rien, il faudra que la personne aille sur votre site et télécharge l'application. En web, il n'y a pas d'installation, donc il suffit d'aller sur votre site et c'est bon, vous avez le truc là. Donc vous voyez par exemple que l'avantage du natif, c'est que vous avez une visibilité sur le store. Les gens, quand ils cherchent une application, ils tapent quelque chose, ils vous trouvent. Ça peut vous faire des gens qui découvrent votre application de cette façon-là. C'est pas négligeable. Ça peut vous faire un apport d'utilisateur. Le système de mise à jour, par exemple. La mise à jour, quand on a une application web, elle est instantanée. Si vous mettez à jour vos pages sur votre serveur, c'est bon, tout le monde en profite. Sur les applications mobiles, si vous faites du natif ou même du Java, dites-vous bien qu'il y aura des utilisateurs qui auront sûrement des versions qui ont 2, 3, 4 versions de retard. Ça arrive très souvent, ils vont pas tous mettre à jour en même temps, ça va prendre du temps, ça sera petit à petit, il y aura toujours des utilisateurs avec une vieille version. Ça marche toujours comme ça. Donc il faut aussi prendre ça en compte. C'est très important d'avoir une certaine rétrocompatibilité. Si vous avez un truc, une application qui se connecte à un de vos serveurs, il faut que votre serveur puisse toujours se connecter à différentes versions à la fois. Et si possible, potentiellement des très vieilles versions. Donc ça rajoute des contraintes supplémentaires. Il y a les histoires de plateforme. Android, si vous développez pour Android, ça tournera que sur Android. Le web, ça marche pour n'importe quel téléphone, n'importe quel device embarqué qui a une connexion internet peut utiliser potentiellement votre application web. Java, ça va être avec les téléphones qui supportent ça. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez potentiellement, si vous avez un iPhone qui a une machine virtuelle Java et un Android qui a la machine virtuelle Java, vous pouvez faire tourner la même application sur les deux. Ensuite, il y aura quand même des contraintes du fait que vous allez vouloir interagir avec le téléphone la plupart du temps, avec les composants du téléphone, la caméra, le thermomètre, la boussole, le GPS. Et ces choses-là, ça va être très difficile avec du web, ça va être beaucoup plus difficile avec du Java qu'avec du natif. Donc, le natif a quand même un certain nombre d'avantages. Il y a aussi les histoires d'interface. Si vous codez pour du natif, vous aurez une interface qui est aux couleurs du système d'exploitation du périphérique en général.
Si vous faites une application web, ce sera vos couleurs à vous et c'est tout, ça ne tiendra pas compte du périphérique. Pour ce qui est de Java, l'interface elle sera relativement homogène entre les différents périphériques. Mais c'est pas forcément ce qu'on veut. On veut par exemple qu'une application qui tourne sur iPhone, elle ait un design d'iPhone et une application Android, elle a un design de téléphone Android. Donc voilà, c'est tout des points qu'il faut prendre en compte et auxquels il faut réfléchir quand on choisit la façon dont on va développer une application. Personnellement, je vous recommanderais de regarder web ou natif selon le type d'application. Si c'est une application où il faut nécessairement avoir une connexion internet, le web est raisonnable. Sinon, si vous voulez que votre application soit disponible hors ligne, préférez du natif. Ça sera bien. Donc, pour trouver des idées, parce que quand même, c'est bien beau de vouloir coder une application, mais il faut quelques idées de quoi coder. Je vous propose de regarder quelques grands groupes de types d'applications. Donc dans la liste, la géolocalisation, c'est en gros tout ce qui est carte et qui dépend du lieu où vous vous trouvez en fait. Il y a beaucoup d'applications différentes qui peuvent rentrer dans la catégorie géolocalisation. Les applications comportementales qui permettent de changer le comportement des gens. Les applications sociales qui servent à communiquer avec d'autres personnes. Les applications dites de développement personnel, qu'on peut aussi un petit peu relier aux applications comportementales, c'est des applications qui servent en gros à faire de vous un meilleur vous. Voilà. Les companion devices qui sont tous les petits périphériques qui viennent se connecter sur votre téléphone et qui sont vraiment très utiles à partir du moment où ils sont connectés à votre téléphone. Typiquement, l'exemple classique, c'est le petit bracelet qui mesure vos battements cardiaques pendant que vous faites votre footing. C'est un exemple extrêmement classique de companion device. Et enfin, des applications qui servent essentiellement aux entreprises et aux employés dans les entreprises pour augmenter la productivité ou faciliter des tâches fastidieuses. Alors la géolocalisation, c'est bien sûr Google Maps, mais pas que. Ça peut permettre de trouver par exemple un restaurant proche de l'endroit où vous êtes, tout de suite, extrêmement utile quand vous voyagez. Ça peut être déterminer quel est le bus le plus proche à utiliser. On connaît tous, si vous habitez à Paris, l'application RATP. Il y a une version de cette application-là pour chaque grande ville qui a un nombre important de transports en commun, que ce soit en France ou à l'étranger. On a par exemple des applications qui permettent de taguer automatiquement les photos que vous prenez à partir des lieux et de ce que vous faites. Ça peut être extrêmement utile quand vous êtes en vacances, vous prenez des photos, vous ne vous posez pas de questions, ça sera automatiquement tagué que votre photo vous l'avez prise à tel endroit. Ou par exemple pour poster direct sur Instagram derrière, pour ne pas faire de publicité. Des applications pour trouver des amis, que ce soit pour trouver des amis que vous n'avez pas encore, ou trouver des amis que vous avez déjà. Dans le genre trouver des amis, même si jamais c'est un type d'amis particulier, on peut citer Tinder, c'est une application de rencontre. Voilà. Mais ça permet aussi par exemple de savoir que vous avez des amis que vous aimez bien qui sont à côté. Et si c'est le cas, vous faites ah bah tiens, ils sont à l'angle de la rue, je vais passer leur dire bonjour. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Des applications de guide touristique. Là encore, quand vous voyagez, que ce soit en France ou à l'étranger, vous avez envie de découvrir les choses sympas du coin, et bien une application qui vous dit les choses sympas à côté de toi, c'est ça, c'est ceci, cela. Et ce qui peut être sympa pour certaines personnes peut ne pas être sympa pour d'autres. Il y a des gens qui adorent les musées, il y a des gens qui préfèrent plutôt l'art de rue en fait. Les graffitis, les petites mosaïques qu'on trouve des fois par exemple dans certaines rues de Lyon, on peut trouver des Space Invaders des fois si on cherche bien. Ce genre de petites choses qui sont assez amusantes. Et enfin, la réalité augmentée, par exemple Pokémon Go, qui a fait beaucoup de bruit quand il est sorti. Voilà, on voit des Pokémon sauvages dans la rue et on leur lance des Pokéballs. Donc, vraiment des choses très très différentes en fait, basées sur la géolocalisation. Donc les applications comportementales, des exemples, c'est se forcer à manger plus équilibré, se forcer à faire du sport, ou encore des applications qui nous aident à faire des économies d'énergie. Pour en citer que quelques-unes. Et vous avez peut-être vous aussi d'autres idées ou des amis qui ont des idées là-dessus. N'hésitez pas à en parler. Les applications sociales, il y en a énormément. Il y a beaucoup de gens qui se lancent là-dedans, donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de concurrence. Si vous avez une idée originale ou que vous visez un secteur de niche, ça peut valoir le coup. Donc les applications qui permettent des exemples, c'est les applications qui permettent de décrire votre statut actuel. On a Facebook, on a Twitter, on a WhatsApp, on a Line. Elles font pas que ça. Hein. Line, c'est le WhatsApp dans d'autres pays. Mais elles ne font pas que ça. Elles servent aussi à d'autres choses. Des applications de coordination pour s'organiser, que ce soit organiser des soirées, des rendez-vous entre amis, ou des activités en groupe. On peut imaginer une application pour pouvoir s'organiser au sein du BDE d'une université. Alors, vous allez me dire, la plupart des gens vont avoir un groupe WhatsApp pour faire ça. Mais pour des activités dédiées particulières, on peut imaginer des applications dédiées qui seront beaucoup plus performantes qu'un groupe WhatsApp où tout le monde met du texte et du coup, ça peut être difficile parfois d'échanger certains types d'informations qui se prêtent mal à la description sous forme textuelle, surtout quand on veut écrire un message rapide.
Les applications de partage de photos, typiquement Instagram, voilà. Partage d'emploi du temps, que ce soit via des applications qui regroupent différents emplois du temps ou des applications pour votre employeur ou votre université, etc. Par exemple, moi je pense à un exemple typique à Paris, c'est il y a une application qui sert à partager les circuits pour les gens qui font des randonnées roller. On a le nouveau circuit qui arrive en chaque fin de semaine et donc on peut en fait retrouver les autres gens, savoir où ils sont dans la ville et arriver à les rattraper si on est en retard. Des applications pour vendre à d'autres personnes, donc des applications type Le Bon Coin qui est un site web mais qui s'utilise aussi un peu sur mobile, ou des applications similaires à ce type-là. Les companion devices, je disais, c'est le bracelet connecté qui permet de suivre ses performances sportives quand on fait son jogging. C'est aussi les montres qui permettent de lire les SMS qu'on reçoit directement sur sa montre. Toutes les petites choses qui sont en fait connectées à votre téléphone et qui démontrent leur intérêt à partir du moment où ils sont vraiment connectés, qui de façon indépendante sont moins utiles. En entreprise, des exemples typiques, c'est les QR codes quand vous êtes imaginez vous bossez dans une entreprise qui s'occupe de stocker et de transporter des colis, etc. Si vous avez des QR codes sur les colis pour savoir directement où est-ce qu'il faut transporter tel truc, vous y allez avec votre téléphone, vous scannez, vous le mettez dans le bon truc, vous chargez, etc. Ça permet de gagner du temps pour les employés en fait. Donc vous pouvez aussi viser les entreprises et leur permettre d'augmenter leur productivité en développant des applications juste pour une entreprise particulière. Ça peut être un très bon moyen en fait. Donc les applications de gestion d'employés, que ce soit pour les stocks ou pour les supermarchés. Par exemple, vous pouvez imaginer que les employés ils ont une petite application et ils reçoivent un appel sur l'application quand on a besoin d'eux, par exemple aux caisses ou ailleurs, etc. Des informations sur les produits en ligne, sur les inventaires. Donc c'est-à-dire des applications pour pouvoir trouver des choses que vous cherchez à acheter en ligne. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être des applications pour pouvoir commander rapidement de la nourriture le soir, pour pouvoir choisir parmi quelques restaurants disponibles, fast-food disponibles à proximité qui livrent. Ça peut être tout un tas de choses en fait. Alors du coup, je vous propose de mettre à pause cette vidéo et de vous demander comment est-ce que moi j'utilise mon téléphone portable. Quelles choses j'ai l'habitude de faire dessus. Quelle est ma façon à moi d'utiliser mon téléphone. Donc je vous laisse un peu y réfléchir et quand vous avez terminé, revenez avec moi. Donc les smartphones, il y a une chose très importante, il ne faut pas oublier que ce ne sont pas des ordinateurs. Ce n'est pas la même chose. Il y a de très très grosses différences en termes d'utilisation entre un téléphone et une tablette et un ordinateur. Les interactions sur les téléphones portables sont des interactions brèves, quelques secondes, quelques minutes maximum, et elles sont répétées tout au long de la journée. C'est plein d'interactions tout au long de la journée, par exemple des interactions de 10-15 secondes où on reçoit un message, on le lit, on envoie une petite réponse. C'est une interaction d'une dizaine de secondes, 20 secondes maximum, et ensuite on repasse à autre chose. Donc un téléphone, c'est pas quelque chose où on reste longtemps devant, où on a des longues interactions, une longue session entre guillemets. C'est pas comme un ordinateur. Un ordinateur, c'est différent. On se pose devant, on a un clavier, on a une souris, on a une grande facilité à interagir avec, on a beaucoup d'entrées. Un téléphone, c'est plus difficile d'écrire. On a envie de faire des phrases plus brèves, on a envie d'avoir moins de touches. C'est pas la même utilisation, c'est pas les mêmes choses qu'on va faire. Sur un téléphone, on peut se permettre d'avoir des applications de géolocalisation qui sont beaucoup plus utiles que sur un ordinateur portable qui en fait va rester sédentaire pendant toute l'utilisation, alors qu'un téléphone, lui, va se déplacer pendant l'utilisation. Donc voilà, il faut vraiment garder à l'esprit que c'est deux choses différentes, ça s'utilise dans deux situations différentes. Les applications qui servent sur un téléphone sont potentiellement pas les applications qui vont servir sur un PC, et réciproquement. Alors il peut y avoir bien sûr des intersections entre les deux, mais de base, c'est fait pour des utilisations nomades, un téléphone, beaucoup plus nomade qu'un ordinateur portable. Pour ce qui est des sources d'inspiration, pour trouver les designs d'applications, on peut se baser sur la vie de tous les jours, c'est ce que je vous disais un peu plus tôt avec l'exemple de la bibliothèque et du lecteur vinyle. Mais surtout, il faut faire attention que ça doit être compatible avec la façon de vivre et de raisonner des gens, leur environnement, leurs habitudes. Ça change en fonction des pays, ça change en fonction des régions peut-être. Vous ne devez pas forcer les gens à s'adapter à votre application. C'est à votre application de s'adapter aux gens. Si votre application force les gens à changer trop leurs habitudes, la plupart vont refuser par principe. Enfin, ils n'ont pas envie d'investir des efforts
Ils n'ont pas forcément le temps et les motivations à investir de l'effort pour s'adapter eux à votre application. C'est à vous de fournir quelque chose qui est quelque part instinctif, naturel pour eux. Donc étudiez bien leur façon de faire, les choses qui reviennent dans leur vie. N'essayez pas de leur créer des besoins qu'ils n'ont pas, c'est une mauvaise idée. Regardez les besoins qu'ils ont ou qu'ils ont sans en avoir conscience. Et surtout, quand vous les baladez, etc., quand vous êtes avec des amis, observez, n'hésitez pas à poser des questions, surtout si vous avez beaucoup d'amis avec qui vous discutez de ça. Allez-y, ça leur fera plaisir de vous écouter et ça vous fera plaisir un peu de poser des questions et de les écouter aussi. Ils aiment bien. Sachez que les gens adorent être écoutés, donc si vous avez envie de poser des questions, allez-y. En général, ça fait plaisir aux gens. Donc, pour décrire un petit peu plus le processus de création, donc en général, on commence par approfondir un centre d'intérêt, par exemple la musique. Ensuite, on dégage des concepts et des classements de priorité, donc les concepts de bibliothèque musicale, que dire d'autre. Enfin, vous saisissez l'idée, les concepts qui se rapportent au thème. Une fois qu'on a un peu ce qu'on veut, donc on va avoir un lecteur, on va avoir une bibliothèque qu'on puisse parcourir, et on peut voir les pochettes des différents albums. Voilà. Donc on implémente un premier prototype, si possible rapidement, en quelques jours, quelques semaines. Et dès qu'on a quelque chose de fonctionnel, tout de suite, test sur le terrain. Test sur le terrain, ça veut dire vous le mettez entre les mains de vos amis, entre les mains de quelques personnes, entre les mains des futurs utilisateurs potentiels. Et vous regardez comment ils réagissent. Vous les regardez réagir et vous écoutez ce qu'ils ont à vous dire. Très important. Et à partir de là, vous revoyez, parce qu'il est fort probable que l'idée que vous fassiez de leurs besoins, c'est pas tout à fait leurs vrais besoins en fait. Et peut-être que des choses que vous pensiez être bonnes pour être facilement utilisables, facilement pour être intuitives, et bien en fin de compte ne le sont pas tant que ça. Dans le cadre où vous travaillez dans une boîte, enfin c'est un gros projet, vous avez plusieurs personnes qui bossent avec vous, surtout travailler avec, je dis les marketeurs, mais c'est pas péjoratif, c'est des gens qui sont extrêmement importants. On va le dire entre nous, une application bof, voire mauvaise, qui a un super marketing, marchera mieux qu'une application géniale dont personne n'a jamais entendu parler. Donc le marketing, la publicité, c'est vital. Si votre application, personne n'en entend parler, personne ne la trouve, elle peut être sensationnelle, révolutionnaire, si personne ne la connaît, personne n'utilisera. Et donc du coup, elle passera inaperçue et vous aurez perdu votre temps. Donc, ne pas négliger, ne pas être un peu dédaigneux envers les gens qui s'occupent de faire la promotion. C'est un travail extrêmement important et au moins aussi valuable que le développement d'une application. Et aussi à chacune de ces étapes, si on se rend compte qu'en fin de compte, ça vaut pas le coup, donc ça vaut pas le coup si jamais on est une entreprise, ça veut dire si on n'arrivera pas à gagner d'argent, ça va nous coûter plus cher que ce qu'on va gagner. Ou vous, c'est votre passe-temps, ça vaut pas le coup, ça veut dire en fait c'est beaucoup de travail pour finalement un résultat un peu décevant. On peut tout à fait interrompre le processus et passer à autre chose, chercher une nouvelle idée, faire quelque chose d'autre. Il ne faut pas hésiter à se dire non mais là j'ai la sensation que c'est une mauvaise chose, les gens autour de moi ils me disent que c'est bof, c'est probablement que c'est bof, je suis sûr de pouvoir trouver une autre idée qui elle sera bien et bosser sur un truc qui est bien. Franchement les idées c'est pas si important que ça. On peut trouver des idées sur internet, etc. Les gens en général qui ont compris ça communiquent bien leurs idées. Plus que l'idée, ce qui est important, c'est la façon dont vous mettez en place l'idée, dans la façon dont vous raffinez l'idée. Si vous faites un bon travail derrière, voilà, donc pas hésiter à jeter une idée qui est mauvaise, parce que des bonnes idées, il y en a plein. Donc autant partir avec une bonne base. C'est comme quand on fait de la cuisine, on cuisine avec des fruits frais, de la viande fraîche, ce sera meilleur. Si on a des bons ingrédients, alors on pourra faire un bon plat. Si on essaye de faire un bon plat, même en cuisinant très bien, avec des mauvais ingrédients, ça va être très difficile. Donc une méthode, la méthode de l'observation, pour obtenir des idées. Donc on observe les interactions avec les utilisateurs entre eux et avec l'espace, avec les objets, etc. Donc l'espace et objets, ça peut être avec les portes quand ils se baladent dans les couloirs d'un grand bâtiment. Tiens, ils galèrent, peut-être qu'il faudrait leur fournir une carte sur application. Ça pourrait peut-être les aider. Je dis un exemple complètement bête qui m'est venu à l'esprit à l'instant, mais vous voyez ce que je veux dire. Observer de nombreuses personnes, déterminer les motifs. Les motifs, je veux dire les comportements récurrents quand vous passez d'une personne à l'autre. Si vous voyez que toutes les personnes font la même chose dans la même situation, vous avez repéré un motif. Voilà. Après, peut-être qu'il est utile, peut-être qu'il n'est pas utile pour ce que vous voulez faire, mais c'est ça que j'appelle des motifs. Essayez d'observer les interactions, combien de temps ça dure, et les lieux où ça se passe. Voir si jamais c'est récurrent, redondant, et que du coup, vous êtes sûr qu'une personne qui se trouve dans telle situation va tout le temps réagir de cette façon-là. Et surtout, essayez d'observer ce qui se passe, plus que de chercher à expliquer ce qui se passe. Observez ce qui se passe dans un premier temps.
Les explications, on pourra toujours revenir dessus, mettre plusieurs hypothèses différentes d'explications, une fois qu'on aura les données, et après voir quelle est la bonne hypothèse. Si vous n'essayez de retenir que les hypothèses que vous faites, du coup finalement vous n'avez pas donné, vous avez que des hypothèses qui sont potentiellement fausses pour la moitié, et vous avez perdu en fait tout l'avantage que vous auriez pu avoir des données qui elles sont, c'est certain, vraies, puisque vous avez observé, vous avez mesuré. On peut aussi en profiter pour regarder un peu les appartements, bureaux, etc. des amis, de la famille ou des collègues. Si jamais vous voulez développer par exemple une application pour améliorer le quotidien dans ces situations-là. C'est important de bien observer les tâches qui dépendent du contexte. Donc de regarder ce qu'il y a autour, parce que certaines choses ne se produisent que quand il y a certains éléments autour. Les éléments, ça peut être des tables, des chaises, des instruments de musique, je sais quoi. Mais voilà. Par exemple, on peut observer le comportement des utilisateurs quand ils sont à côté de leur collection de ces musiques. Donc quand ils sont dans leur appart, chez eux, qui sont pleins de musique, comment est-ce qu'ils font pour chercher quand ils ont envie d'écouter un morceau. Est-ce qu'ils regardent leurs yeux sur les différentes pochettes, qu'ils voient les couleurs, et là il y a une couleur qui les interpelle, ils regardent ça, pour voir un peu comment ils font ça et trouver une façon intuitive derrière d'avoir une interface qui permet de sélectionner les morceaux de musique qu'on a envie d'écouter. Ça a déjà été fait par des gens, c'est un exemple concret. Une autre façon, c'est de tenir un journal de ce que vous observez pour le noter et pouvoir revenir dessus. Ou demander à des gens de tenir un journal de ce qu'ils font pour savoir ce qu'ils ont fait et repérer les choses qui vous intéressent. C'est beaucoup plus simple de saisir quelqu'un en train de faire un truc que de demander à quelqu'un de se souvenir. Et c'est possible qu'il se trompe, c'est possible. Il faut savoir que le cerveau, quand il n'a pas les informations, il essaye de reconstruire les informations avec des approximations. Et du coup, ça peut donner lieu à des explications qui sont partiellement fausses. Et la personne qui dit ça ne s'en rend pas compte, elle ne sait pas. C'est son cerveau qui joue un tour en essayant de reconstruire des informations qu'elle a oubliées. Donc le mieux, c'est de vraiment saisir les trucs sur le vif ou d'avoir des notes de la personne quand elle l'a fait. C'est là qu'il y aura les informations les plus pertinentes. Donc les interviews, c'est un moyen de compléter toutes ces informations. Il ne faut pas se baser que sur les interviews si possible. Les interviews, c'est assez délicat parce que vous demandez à la personne de parler, du coup elle peut vous dire des choses, mais elle va vous dire des choses sous les prismes de la façon dont elle veut voir les choses et pas forcément telles qu'elles sont. Et bien sûr, elle fait ça de façon inconsciente. Il ne faut pas se dire que les gens sont de mauvaise foi, non, ils essaient de faire leur possible pour vous aider, mais quand on a une certaine vision du monde, on va dire les choses à travers cette vision-là. Donc quand vous posez des questions, évitez de demander est-ce que vous aimeriez bien ça, est-ce que ça te plairait si jamais ça se passe comme ça, t'imagines réagir comment dans cette situation, ça marche pas, laissez tomber. Demandez-leur plutôt, quand tu étais dans cette situation-là que tu as déjà vécu, qu'est-ce que tu as fait. Ça, c'est des vraies informations qui sont pertinentes. Ce que la personne veut, des fois on veut des choses qu'on ne veut pas vraiment. On croit vouloir des choses et on se rend compte une fois qu'on les a devant soi que, en fait non, c'est pas vraiment ça qu'on veut. Alors que si jamais on se contente de récupérer des informations du type qu'est-ce que la personne fait, là on a des informations on est sûr que c'est vrai et on peut vraiment travailler dessus, c'est une bonne base, c'est une base saine. Donc ce qu'il faut chercher à observer, c'est ce que les gens aiment, et ce que les gens n'aiment pas. Ce qui les irrite, leur rend leur journée désagréable, et ce qui leur fait plaisir, ce qui les amuse. Donc l'idée c'est de trouver les endroits où ils sont dans des situations frustrantes et de faire disparaître ces frustrations. Ça c'est une bonne solution en fait. Ou de regarder ce qui les rend heureux et de faire des choses qui les rendent plus heureux. C'est aussi une très bonne chose. Sachant que la première est plus simple. Résoudre des problèmes, c'est vraiment des choses pour lesquelles les gens sont prêts à payer. Si jamais ça leur enlève une épine du pied, alors oui, ils sont prêts à donner un peu pour avoir accès à ça. Donc les questions, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Il ne faut pas demander l'habitude, ce qu'il pense, ce qu'il aime. Il faut demander des cas concrets, qu'est-ce que tu as fait dans telle situation, les fois où tu as vécu ça. Là, c'est des informations qui sont vraiment pertinentes. Des informations plutôt objectives en fait. Et vous pouvez aussi questionner des gens après l'avoir observé. Par contre, juste l'interrompez pas, regardez tout ce qu'il fait une fois qu'il a fini de faire son truc. Là, vous posez des questions, mais pourquoi tu as fait ça en fait pourquoi tu as fait 3 allers-retours sur ton étagère pour choisir ton disque, et vous dire ah mais c'est parce qu'en fait j'ai vu tel disque puis en fait ça m'a rappelé telle autre musique qui m'a rappelé telle autre musique, c'est pour ça en fait que j'ai pris ce CD là par exemple. Donc voilà, une façon de faire en fait, c'est l'observation semi-structurée, c'est en gros écrire des petites notes où on observe un fait, une chose, et réunir toutes ces petites notes ensemble, par exemple sur des post-it. Donc des exemples de citations qu'on peut écrire sur un post-it, c'est moi du réveil me réveille chaque matin,
je l'éteins et j'allume ma radio parce qu'elle a un bien meilleur son. Donc les usages des gens. Moi par exemple je peux vous dire, en ce qui me concerne, le matin quand je me réveille, je coupe vite fait mon alarme téléphonique parce que c'est tout le temps la même et que je ne supporte pas ça, et je mets de la musique sur mon ordinateur. Donc là par exemple si vous voulez me vendre un truc qui est une application qui me change de sonnerie tous les matins en mettant une sonnerie qui est dans mon genre de musique préféré, là je vais vous dire, ah bah peut-être ça peut être pas mal, si c'est pas cher, il y a moyen. Voilà, donc observez le comportement des gens et à partir de là faites-vous des idées. Donc une fois que vous avez une cinquantaine de ces petites notes là, vous pouvez les réunir par exemple par groupe et étudier ça. Une autre façon de modéliser le comportement des gens, c'est les diagrammes de flux. Ça c'est pas trop mal. Ça marche aussi très bien sur l'exemple de la musique. Donc ça permet de voir où est-ce qu'en fait les gens ont peine à... où est-ce que les flux sont faibles et importants. On peut prendre par exemple l'exemple d'une personne qui discute à propos de ses goûts musicaux avec son entourage, les gens, etc. Avec quelle personne elle va le plus échanger des informations du genre nouvelle musique. Si c'est une personne qui veut découvrir des nouveaux genres de musique qui lui plaît, où est-ce qu'elle découvre de nouveaux genres de musique? Donc on peut le voir sur ce beau diagramme que j'ai pu récupérer. On peut voir un peu, donc c'est en anglais, mais qu'elle échange avec ses amis, avec sa famille, et que c'est pas le même type d'échange. Il y en a qui vont faire des recommandations, par exemple avec ses collègues, ce sera plutôt des recommandations ou des découvertes d'autres musiques. Typiquement, pour découvrir des nouvelles musiques, ça veut dire qu'il vaut mieux pas essayer d'aller voir les amis, mais plutôt des gens qu'on connaît pas trop, parce que justement il y a plus de chances qu'on ne connaisse pas trop leurs goûts musicaux, qu'ils aient des goûts musicaux différents. On a aussi les diagrammes d'affinité. Donc c'est les liens entre différentes choses. Ça permet de construire des explications de certains phénomènes observés. Mais l'inconvénient, c'est que ça ne permet pas d'observer si oui ou non une hypothèse est vraie ou fausse. Mais ça permet de construire des hypothèses, et pour ça c'est bien. Donc, le diagramme d'affinité, c'est essentiellement ce qui est sur cette image-là. C'est-à-dire que le petit post-it qu'on a récupéré, on les colle par thème, et on essaie de les ordonner et de les connecter entre eux. Voilà, après ça, je pense que vous avez largement matière à réfléchir et à vous amuser. Je pense que là, vous pouvez vraiment imaginer votre propre application Android. Et une fois que vous aurez votre idée, vous pourrez commencer votre design, votre code. Et je vous retrouve donc au prochain cours pour qu'ensemble on voie comment est-ce qu'on code tout ça et qu'on met ça en pratique. Donc en attendant, avant le prochain cours, je vous laisse installer Android Studio, qui est l'outil pour développer des applications Android. Vous allez voir, ça prend un peu de temps, il y a pas mal de choses à télécharger, à configurer. Donc je vous laisse faire ça avec la documentation. Le but, c'est que avant de commencer la prochaine vidéo, vous ayez réussi à créer une application vide, une application Hello World, qui affiche juste Hello World et rien d'autre. Donc vous n'avez rien à coder, vous arrivez juste à installer, vous cliquez sur la petite flèche verte. Normalement, vous devriez pouvoir lancer l'application sur un émulateur ou sur votre téléphone si vous l'avez branché. Une fois que ça fonctionne, vous pouvez venir pour la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à liker la vidéo, à suivre la chaîne pour à recevoir les notifications aux prochaines vidéos. Et je vous dis au prochain cours. Ciao ciao.